Monaco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour votre émission préférée, le débrief. Après 2 semaines d'absence, on se retrouve et d'ailleurs on s'en excuse, hein, mais voilà, on rentre dans le sprint final, c'est la 32e journée de Ligue 1. On se rapproche de la fin, les points comptent double et on a une lutte acharnée vraiment pour la course à la qualif en Ligue des Champions. Et Monaco se déplaçait dans le Forez, plus précisément dans le chaudron de Saint-Étienne, pour affronter du coup les Stéphanois et renouer avec la victoire. C'est chose qui a été faite avec donc cette victoire 3-1, des buts d'Akliouche, d'Al-Mousrati et enfin de Balogun. Avec et à noter l'égalisation de Davitashvili pour Saint-Étienne. Donc le job est fait et pour ce débrief, qui dit match à 21h, qui dit forcément les enfants sont couchés et donc Patrice est dispo. Salut Pat. Salut, c'est le retour de la team papa, c'est ça? ouais c'est ça. En plus non mais c'est vrai, c'est le match 21h, on sait que t'es là et du coup bon c'est l'occasion aussi voilà de revenir sur ces 2 précédents débriefs où on n'a pas eu l'occasion malheureusement de revenir dessus. Alors en plus de ça, bien que le résultat, voilà, nous notre but c'est pas que de débriefer les victoires, vous le savez bien. On est une radio associative. Il est parfois difficile de concilier les agendas de tout le monde. Moi j'ai eu la chance en plus de faire les 2 derniers déplacements. J'étais au Havre et à Saint-Étienne hier. Voilà, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'ASO, donc voilà, parfois ça peut être compliqué, on essaie de faire ça au mieux pour que vous puissiez écouter évidemment l'actualité et les débriefs de l'AS Monaco. Mais voilà, vous inquiétez pas, on fait le job, on ne vous oublie pas. D'ailleurs, je vous invite déjà à mettre des pouces pour nous soutenir, évidemment, des pouces sur YouTube, des commentaires. Et si autour de vous, évidemment, vous connaissez des supporters de Monaco, n'hésitez pas à partager notre émission ou alors leur faire tout simplement connaître Radio Diagonale. Voilà. Maintenant que la petite parenthèse est refermée, Patrice, on reprend avec le traditionnel j'aime pas. Ouais, bon, je vais faire assez simple. Ce que j'aime, c'est surtout la victoire, parce qu'après 2 matchs où on gagne pas, où on a pris seulement 2 points, c'était bon d'enfin retrouver une victoire et de se rassurer un petit peu avant la dernière ligne droite, parce que du coup on commence vraiment à perdre des points sur la course à la Ligue des Champions, donc c'est une victoire très précieuse. Ça j'ai apprécié. Ce que j'aime pas par contre c'est la manière, parce que je trouve que le score reflète pas forcément le match. Pour moi on s'est fait peur. On est face à une équipe qui joue quand même la relégation, ok, qui joue sa survie, mais du coup j'ai vraiment eu du mal à nous voir vraiment supérieurs à eux. On s'est fait peur plusieurs fois. Je trouve que derrière on est assez fébrile, on est très très fatigué physiquement. Et devant c'est pas non plus génial quoi. On en reparlera quand on évoquera les buts quoi, mais la plupart ça revient quand même d'erreurs défensives de Saint-Étienne plus que d'actions autre part quoi. Ouais. Et un deuxième que j'aime pas, c'est un petit axe sur le PSG qui, bon, je comprends qu'il fasse tourner sur 2 matchs. Malheureusement pour nous, ça a tombé contre 2 matchs où ils jouent contre nos adversaires. Bon, c'est un peu rageant le hasard du calendrier qui fait que malheureusement, 2 de nos adversaires ont réussi à prendre des points contre eux alors que jusqu'à présent, ils avaient fait quand même un gros sans faute. Mais bon, tant pis, c'est le hasard du calendrier. On peut tout à fait comprendre qu'ils privilégient la Ligue des Champions maintenant qu'ils sont champions. Bien sûr. Je leur veux pas là-dessus, c'est juste que nous, ça nous fait un peu rager de notre côté, c'est normal quoi. Ouais, complètement, surtout que ça tombe sur des adversaires qui sont en lutte pour les mêmes places que nous, donc c'est en ça plutôt que ça nous fait, parce que ce serait contre Brest ou un tel, on n'aurait rien dit, mais voilà, après c'est... Si ça tombait contre Saint-Étienne ou Montpellier, il y en a d'autres qui auraient râlé parce que... à un bon moment, tu dois juste compter sur toi. Mais des points pour la lutte à la relégation, quoi. Chacun y voit son... C'est vrai que je me suis pas attardé...
je me suis pas attardé là-dessus durant l'introduction. J'ai parlé d'une lutte acharnée. C'est vrai que c'est quand même historique d'avoir autant d'équipes qui se tiennent en si peu de points et où en fait l'incertitude plane totalement pour absolument toutes les places européennes de 2 à 7. C'est quand même assez incroyable. Tout le monde peut finir 7e encore, comme tout le monde peut finir 2e. Donc c'est assez fou. Et c'est vrai que dans cette lutte acharnée, tu viens d'en parler, le PSG n'est plus invaincu et laisse des miettes, enfin en tout cas plus que les miettes d'ailleurs, à nos concurrents. Donc voilà. Pour ce qui est moi de mon j'aime pas, je vais démarrer avec le j'aime pas. Parce que ça me permet aussi de revenir sur le match du Havre qu'on n'a pas pu débriefer, mais voilà, c'était le comportement, la mentalité des joueurs qui a été vraiment soulignée d'ailleurs cette semaine par le coach, en presse, en interne. Il y a eu alors il n'y a pas eu de mise au vert, on n'est pas parti à Rome, hein, mais ça a un peu bougé cette semaine, j'ai l'impression. L'état-major s'est montré pour appuyer, pour mettre un peu la pression sur les joueurs et peut-être les remettre sur le droit chemin, parce que ce qu'on a vu au Havre, c'est absolument indigne d'une équipe qui joue les premiers rôles et qui doit se qualifier face à l'équipe la plus faible à domicile. Voilà, ne pas avoir pris les 3 points, on peut considérer ça comme une faute professionnelle. Et donc, ça me permet de faire la liaison avec mon j'aime, c'est ce changement de comportement, ce changement de mentalité et même de philosophie sur ce match. Il y a eu des ajustements de la part du Teur, il y a eu des changements de joueurs, de profils, mais il y a un changement surtout de philosophie et de mentalité. J'ai trouvé beaucoup plus, on est retourné sur du pragmatisme pur et dur. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est des points. C'est ce qui compte, et en fait j'ai l'impression qu'on a changé vraiment dans le sens où on a cassé le rythme, on a joué un peu petit. C'est les choses auxquelles on est confronté justement quand on rencontre les équipes mal classées. J'en prends pour preuve du coup le Havre, qui mettait 8 ans pour faire des dégagements, qui cassait le rythme en restant longtemps en sol, en jouant lentement les touches. C'est exactement là ce qu'on a mis en place, ce qu'on a copié finalement. Alors oui, ça rejoint. Enfin, du coup, toi c'est ton j'aime pas. Tu dis c'est pas beau, mais au moins là il y a une certaine maîtrise là-dedans. Et attention, quand je parle de maîtrise, je parle pas du tout de possession de balle ou quoi que ce soit, hein, parce que la preuve on l'a même laissé à Saint-Étienne, hein, donc c'est quand même assez fou. Mais il y a eu, il y a un changement. En tout cas, il y a eu des leviers qui ont été actionnés. Et on va pas se mentir, ça a marché en tout cas. Hutter et les Monégasques repartent avec les 3 points, même s'il faut souligner la grande fébrilité de notre adversaire. Je contrebalancerai en disant qu'on a marqué un but à la première minute et que du coup ça arrange beaucoup les choses. Oui. Ça c'est sûr que ça conditionne le match, mais tu t'es mis dans la situation qu'il faut quand tu joues justement contre ce type d'équipe. Et on a bien vu que on est le pire élève là-dedans, parmi les mieux classés, justement face aux équipes moins bien classées. C'est là où on y laisse le plus de plumes, assez paradoxalement. Il y avait 1,8 points pris par match face aux 4 derniers du classement, quand nos adversaires tournent autour de 2,5 en moyenne. Donc il y avait une petite infographie de l'équipe qui était parue la veille là, donc c'était assez intéressant. Voilà pour ce qui est du contexte, on l'a évoqué. Paris laisse nos adversaires directs prendre des points. Donc Strasbourg avait triomphé avec une victoire 2-1 plus tôt dans l'après-midi. La veille, on avait Nice qui avait gagné timidement 1-0 contre Reims. Donc l'étau se resserre encore plus. Et donc Monaco est dans l'obligation. Hein. De toute façon, on n'a plus le choix après le surplace des 2 dernières rencontres et des 2 matchs nuls face à Strasbourg 0-0 et au Havre 1 but partout, que de gagner, que d'empocher les 3 points face à un adversaire qui joue sa survie. Et Hutter, on a parlé de changement, il a changé pas mal de choses, Patrice, pour la compo. Ouais, c'est même assez surprenant, quoi. Je m'attendais pas à autant de changements. Alors j'ai pas vu les derniers matchs, donc je pourrais pas juger de la performance de Vanderson, mais plutôt bien noté par tous les médias et tout, et j'ai pas lu de choses assez mauvaises. Non, il peut aller sur le banc, Anderson, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, donc, la première surprise, la plus grosse surprise pour moi était quand même la présence de Thésée qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment.
Oui. On savait du coup que Camara était suspendu pour ce match-là, donc on s'attendait à ce que Al Musrati soit titularisé, mais du coup c'est Magassa. Là, on n'avait pas vu depuis février, je crois, en tant que titulaire. Devant du coup Mbolo laisser sa place à Balogun. Et la dernière petite modification. Pour la première fois, titularisation de Folarin Balogun quand même depuis là aussi. Depuis Marseille et sa blessure. Et du coup après on finit avec la défense centrale. Marseille, sa blessure. Ouais, quand il se blesse. Quel Marseille? Au Vélodrome. Il est titulaire au Vélodrome et il se blesse. Il se reblesse plutôt. C'est la rechute là-bas, d'accord, ok. Quand tu m'avais fait peur, je croyais que tu parlais du Marseille non. récent. Et puis, donc Kerrer qui laisse sa place à Mawissa, parce que je crois que Singo avait joué avec lui au Havre, c'est ça? Oui, la charnière c'était Singo. Je sens qu'il y a une rotation qui va se faire là sur les prochains matchs. Je crois pas forcément que ce soit vraiment scellé entre les trois. Kerrer qui s'est blessé dans la semaine après avoir lu l'équipe, quand il a vu qu'Eric Dyer était pressenti. Voilà, là il y a eu une petite blessure. Ressenti un coup au genou contre le Havre, c'est ça? Oui, tu me rappelles maintenant. Oui, en gros c'est ça. Et on sait qu'il a mal pris effectivement cette nouvelle mercato par rapport à ça, enfin soi-disant. Bref. Voilà, donc petit problème au genou, mais il a fait le déplacement, il était là pour accompagner les joueurs. Donc pas mal de changements, osés, risqués, parce qu'en fait on ressort du placard pas mal de joueurs qu'on n'a pas vu depuis un bon moment, qui n'ont peut-être pas de rythme et certainement pas 90 minutes dans les jambes. Et donc voilà, on y va. En tout cas, il y a une volonté, voilà, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans une bonne condition, et donc il y a du changement, et déjà ça me paraît être une bonne chose pour mettre un petit coup de pied, c'est d'insuffler quelque chose de nouveau, d'être moins prévisible aussi par nos adversaires, parce qu'en vrai on fait un peu tout le temps la même chose avec les mêmes joueurs, donc voilà. Et là on va bien entrer dans le match et on va se mettre dans les conditions optimales. Patrice, tu l'as dit, avec ce but qui vient très très tôt. Ouais, très rapidement, première minute de jeu, on arrive à faire une récupération assez rapidement au milieu de terrain. Bias remonte bien le ballon, le passe à Minamino qui décale du coup sur le côté Enrique, qui repique dans la surface et du coup très intelligemment voit Akliouche qui est tout seul au deuxième poteau, et donc il lui fait la passe derrière le dos des défenseurs centraux. Et du coup Akliouche se retrouve vraiment seul, il a juste à pousser le ballon au niveau du deuxième poteau pour inscrire le but. Très belle action. Ouais, très belle action qui repart de derrière, vite en transition, une touche de balle, Thésée, Akliouche, Biarret qui fait bien le travail, Balogun aussi qui fait un super jeu d'appui et qui embarque avec lui. Et moi, ce que j'ai surtout noté aussi, c'est l'effort de Biarret qui était, on en a parlé un petit peu au départ quand même, avec cette feinte de corps pour se relancer bien dans le jeu, où il va pas en fait chercher Akliouche, mais voilà, il se met face au jeu pour alerter Balogun, et il va continuer pour entraîner avec lui les défenseurs et laisser l'espace disponible, l'espace libre à Akliouche. Grâce à cet appel, voilà, ça permet à Akliouche d'être dans de très bonnes conditions, de pas avoir de vis-à-vis d'adversaires et de pouvoir récupérer tranquillement. Il a plus qu'à ramasser en fait. Et donc voilà, Monaco qui démarre pied au plancher et qui marque ce premier but 1-0. Et à la suite de ça, on a quand même voilà aussi une petite situation pour Saint-Étienne avec Cardona qui va faire un petit piqué sur Philippe Keun. Heureusement, ce n'est pas cadré, mais voilà, c'est la situation vraiment que je relève du côté stéphanois, sur laquelle on a eu très chaud. De notre côté, Patrice, justement, tu parles d'un jeu, peut-être que ça a conditionné notre manière de jouer, mais toi tu fustiges justement ça, dans le sens où on n'est pas beau, hein. En gros, t'as pas apprécié finalement cette première période? Non, hormis le but après, plus grand chose de notre côté. Il y a quand même l'occasion d'Akliouche, hein, il a la possibilité de mettre. J'ai dit pendant 20 bonnes minutes, on touche pas le ballon. En fait, c'est Saint-Étienne qui a la possession, on leur laisse complètement le ballon, on les laisse jouer. Je trouve qu'on se fait même peur du coup sur l'action, comme tu dis, de Cardona. Je trouve qu'on n'est pas.
je sais pas, on n'est pas bien en place. Je trouve qu'on laisse beaucoup trop d'espace, on les laisse beaucoup jouer. Je trouve que notre milieu de terrain est pas assez agressif pour essayer de les empêcher de jouer et de les pousser à faire des fautes. Parce que bon, ça reste un club qui joue la relégation, qui a pas des techniciens non plus hors pair. Donc du coup, plus tu les presses, plus tu vas les pousser à faire des mauvais passes ou des mauvais contrôles. Et je trouve qu'on leur laisse beaucoup trop de liberté. On en reviendra peut-être à ce que je disais plus tard, c'est que physiquement, on était plus capable de faire ce pressing tout-terrain qu'on faisait pendant tout le match en début de saison, et que maintenant, on économise un peu plus nos efforts. Ouais. Après, c'est vrai, bon, Saint-Etienne, pour faire un petit aparté sur Saint-Etienne, je pense que c'est quand même une équipe vraiment très très faible par rapport au niveau Ligue 1, même sur le papier. Ils se sont mis quand même pas mal en difficulté, surtout derrière. Ils nous ont fait pas mal d'offrandes. On y reviendra surtout sur la deuxième période. Mais il y a cet entrain devant, et on sait très bien que en fait l'adversaire n'a pas besoin d'être dangereux, parce qu'en fait nous-mêmes on peut se mettre en danger tout seul. Donc il y a toujours ce doute qui plane, cette absence aussi de confiance envers un bon gardien, parce que en fait tout simplement, peut-être que nos défenseurs seraient meilleurs aussi, ou seraient plus confiants si on avait un gardien plus performant. Donc voilà, on est toujours dans un climat un petit peu austère, en tout cas pour ce qui est de notre assise défensive. Et Saint-Etienne, bon, est un peu brouillon, heureusement. Et moi, ce que j'appréciais dans le GEM, ce que je voulais mettre en avant surtout, c'était le changement de philosophie, un peu plus de contrôle et de gestion du temps, avec, même s'il y a des blessures, puisqu'on va en parler, Biarret va céder sa place quand même assez rapidement à la 13e minute, vers le quart d'heure de jeu. Ouais, il va être remplacé. Changer à la 15. Ouais, il peut pas reprendre. Il retombe mal en fait sur le pied de Nadé au niveau de la hanche, et en fait il avait du mal à marcher. Au final, on a su par la suite qu'il a réussi quand même à marcher, et que ça a l'air d'aller. On verra s'il sera disponible pour Lyon, mais voilà, c'est vrai que ça vient un peu contrarier le plan, parce qu'on n'a plus Balogun Biarret, qui est une association qui on avait l'occasion de les voir vraiment démarrer ensemble, qui est assez intéressant. Balogun apporte vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avec Balogun Biarret, Mbolo et Biarret, c'est-à-dire plus de profondeur, de vivacité aussi devant. On sait très bien qu'Mbolo, lui, aime plutôt décrocher et revenir dans le cœur du jeu, alors que Balogun, lui, va plus où Mbolo est un point de fixation, alors que Balogun sait faire le point de fixation, mais c'est surtout aussi prendre la profondeur et avaler les espaces libres. Et donc oui, on a cette blessure, ce changement, et là c'est vrai que je suis un peu dubitatif, parce qu'on se retrouve avec une doublette Mbolo Biarret, où moi personnellement je suis pas très convaincu par cette association. Je sais pas si tu partages ça aussi, Mbolo, Patrice. Balogun, du coup. J'ai dit quoi? Ouais, décidément, je n'arrive pas à sortir Biarret de... je suis vraiment innove. T'as pas trop de choix, quoi, parce que sinon, même si tu reviens finalement à 4-2-3, est-ce que Mbolo joue un peu plus reculé? Oui. C'est les consignes du Theur d'ailleurs. On passe vraiment sur un 4-2-3-1. Il annonce. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a joué sur quasiment tous les derniers matchs. Que Mbolo, c'est la position qu'il a joué les derniers matchs. Donc c'est le plus simple, je pense, pour que l'équipe se mette en place tactiquement et perde pas trop de son jeu. Mais après, les autres solutions qu'il a sur le banc, c'est uniquement Ben Seguir, quoi. Pour le faire entrer en 10, quoi. Ou il échange avec Minamino, quoi. Mais voilà, ce serait plus échange. C'est le seul choix qu'il a, parce que Diatta, qui est un ailier, ça sert à rien. Tu peux pas le faire entrer vraiment à ce poste-là. Donc non, t'as pas d'autre choix, en fait. Il n'arrive pas sur la feuille de match, je crois. Si. Ah si, ouais. Il y a encore ce choix. Ouais, on avait un doute sur sa présence, mais oui, il était là. Ouais, non, il est là. Mais voilà, ça peut être l'autre. Et donc en fait, il y a plein de petites interruptions, parce que du coup, Biarret s'arrête, revient, reprend, puis s'arrête à nouveau. Il y a pas mal de contacts, c'est assez rugueux, c'est haché même de temps en temps. Et en fait, j'ai l'impression que on va s'appuyer là-dessus et on va jouer là-dessus. On prend vraiment notre temps, on casse aussi le rythme, et on se complaît presque à accentuer un peu plus ça. Et ça fait partie un peu du vice que je trouve on n'avait pas précédemment. Et ce que je disais, c'est vraiment ce à quoi on a été confronté lors de nos précédentes rencontres face à des blocs bas.
qui joue la montre en fait assez facilement, qui en abuse presque. Et donc voilà, nous à notre tour on a fait part un peu de vice et je trouve que on en manque clairement dans cette équipe, donc des fois c'est bien de le souligner. Pour moi ça fait partie un peu de la gestion du temps en tout cas, et c'est ce que je voulais louer et mettre en avant. La suite de la première période, il y a quand même quelques situations avec tu disais voilà. tout à l'heure, qui arrive à la demi-heure de jeu, qui doit être le moment où on tue un peu le match, puisqu'on a vraiment une occasion claire où Minamino lance à Kliouche en 1 contre 1. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il essaye de la mettre entre les jambes du gardien, plutôt qu'il essaie de le dribbler ou de la mettre en force sur un côté, quoi. Et du coup, malheureusement, c'est sorti par l'Arseneur. Ou même de la piquer, un petit piqué, tu vois, l'Arseneur était vite au sol, je trouve, ouais. Puis c'est un petit gabarit. Je pensais au dribble, moi, plutôt. Je sens qu'il est assez vif et ça fait partie des rares joueurs qu'on trouve pas trop fatigués, je trouve, avec Kliouche. Oui, en fin de match, forcément si, mais je trouve que c'est pas celui que je pointerai le plus de doigts sur les efforts en nos derniers matchs. Donc ouais, le dribble aurait peut-être pu se tenter, je pense. Donc là, c'est vraiment dommage qu'on a très peu d'occasions, on a très peu présenté devant les cages de l'Arseneur sur toute la première mi-temps, quoi, et du coup on a un peu cette offrande sur une récupération assez haute de Minamino. C'est dommage à ce moment-là de pas vraiment tuer le match et de mettre tranquille. Ah ouais, parce qu'il est parfaitement lancé, c'est un vrai face-à-face, ouais. Il est bien positionné sur son pied fort. Donc oui, là pour le coup c'est un raté, c'est un manque, un manque de réalisme et de justesse. On va quand même revenir à la pause avec ce léger avantage d'un but à 0. Et puis on va repartir la seconde période avec les mêmes acteurs. Il y a pas de changement malgré tout. Ces interruptions, ces petits bobos à droite à gauche, finalement tout le monde peut encore tenir sa place. Mais ce que je retiens de cette seconde période, ce début de seconde, c'est qu'on a une nouvelle fois l'occasion de planter ce deuxième but, de se mettre à l'aise, Patrice, parce que la défense stéphanoise, c'est absolument affolant le nombre de récupérations hautes dans leurs 30 derniers mètres qu'on arrive à se mettre sous la dent, quoi. Ils nous font pas mal d'offrandes, hein. Ouais, mais pendant toute cette période-là où on a 0, je trouve que même si on récupère quand même pas mal de ballons parce qu'ils font des erreurs. Comme je disais, de toute façon, dès que tu commences un peu à vouloir les presser et tout, ils sont moins techniques que la majorité des joueurs de Ligue 1, donc c'est plus facile de les pousser à la faute. On fait rien, on construit rien, on frappe quasiment pas. Tu vois, on n'a pas d'action à décrire réellement, en fait, avant l'égalisation. J'ai en tête... si, quand même, si. Ah, j'allais dire. En fait, il y a une tête d'Embolo qui pique trop. Ouais. Il y a un corner qui est joué à 2, une combinaison où Thésée centre au deuxième poteau. Ils sont presque 2, il y a Singo derrière. Et c'est Mbolo là qui est vraiment dans les 6 mètres, qui rabat trop sa tête. Qui la remet limite en centre plus que à vouloir la mettre dans les cadres. Non, je pense que là où il est, il doit absolument viser le cadre en fait. Il n'a pas besoin de chercher un partenaire. C'est un 9. Enfin, c'est un 9. Non, c'est pas un 9, pardon. Je retire ce que je viens de dire. C'est un joueur offensif. Mais il doit chercher le but. Je pense qu'il cherche à faire. Mais il s'y prend très mal. Comme je disais, il écrase trop sa tête. Et ça, c'est une vraie situation. On se devait de la mettre au fond. Et il y a encore une fois Mbolo. Et là, je m'en souviens dans le parquage. J'ai l'impression de revoir Youssouf Fofana. En fait, à un moment, il est donc en position un peu de milieu central, de box to box, qu'il vient apporter. Et il essaie de remiser en une touche vers Balogun. Et en fait, le pied gauche, ça part directement en 6 mètres. C'est absolument indigne. Ce type de passe, ça m'a vraiment marqué. Comment ? J'ai cru que tu parlais de la frappe de Balogun. Non, oui, il y a aussi la frappe enroulée de... Il a de toute façon après. D'accord. Et il y a une petite alerte quand même sur notre cage durant cette période où Saint-Etienne nous fait des cadeaux, mais on n'en profite pas parce qu'on n'est pas assez juste devant. Il y a une tête de Minamino aussi qui passe au-dessus.
Voilà, on passe beaucoup sur les côtés avec Caillot et on voit pas mal Thésée aussi quand même. Du coup, nous on se fait quand même avoir, on se fait une petite frayeur avec le petit Davitashvili qui va se présenter seul quasiment face à Philippe Keun, mais qui rate complètement son geste. Il essaye une enroulée pied droit où là il va pas rencontrer beaucoup de succès. C'est Thésée qui manque son intervention et puis Davitashvili part dans le dos de Singo et se présente face à Keun. Et heureusement il y a Mawissa qui revient très bien et qui va le gêner en fait, qui va tacler et qui a au moins le mérite d'être là, et peut-être que ça va un petit peu le perturber dans la préparation de son geste. Donc c'est à noter. Je trouve pas que c'est Comment une bonne chose que Mawissa fasse ça, parce que du coup il lâche complètement Guessant, et si Davitashvili oui, c'est vrai qu'il y a un 3 contre 1. Il ouvre un peu les yeux et qu'il n'a pas la tête dans le guidon à ce moment-là, il voit qu'il y a Guessant et Cardona qui sont vraiment... Alors, Guessant, je pense qu'après Mawissa... Guessant est sorti à la mi-temps. Ça, on l'a pas dit. Saint-Étienne présente quand même un mec de 16 ans devant, parce que Stassin était blessé. Hein. Et pour vous dire un peu la faiblesse aussi de l'effectif, quoi. Enfin, il y a du Denis Apia. C'est qui? J'ai oublié. Comment? Wadji, ouais. Wadji. C'était lui qui était au centre. Et donc, non, pour moi, c'est même limite Cardona qui est au deuxième poteau. Donc, du coup, Keun est aspiré forcément au premier poteau pour fermer l'angle. Et du coup, s'il la passe à Cardona, je pense qu'il a le droit complètement. Là. Ouais, là il bouffe la feuille. C'est peut-être même un premier tournant, parce que il y aura un deuxième tournant. Bon, alors il y a Hutter qui procède à des changements à la 62e, hein, avec du coup c'est qui? Pardon, c'est Al-Mousrati qui remplace Magassa et Vanderson qui remplace Thésée. Donc à peu de temps après l'heure de jeu. C'est prévu, ce sont des joueurs qui n'ont pas 90 minutes dans les jambes, qui retrouvent le rythme à peine. Balogun, lui, a le mérite de faire plusieurs entrées en jeu. Et de toute façon, on n'a plus d'attaquant sur le banc, donc il est obligé de rester, voire même de finir le match. Mais donc il va changer les deux joueurs qui reviennent vraiment dans le groupe, avec Thésée et Magassa, au profit donc d'Al-Mousrati et de Vanderson. Et donc il y a les changements d'Hutter, mais on prend immédiatement un but venu d'ailleurs, Pat, celui de Davitashvili. Ah, il nous a tout fait là sur ce coup, franchement. Il est sur le côté, il y a un petit échange du coup avec les fins qui jouent assez rapidement, un peu une touche de balle quoi, mais ils sont encore loin quoi, ils sont même pas dans la surface quoi. Il est à l'extérieur de la surface, il repique dans l'axe, et il fait une superbe frappe très très forte enroulée qui vient mourir sur le deuxième poteau. Personnellement, côté défense, j'ai un peu du mal à voir qui c'est que tu peux vraiment incriminer. Peut-être Vanderson. Je dis ça, je dis rien. Ouais, sur l'échange, à première vue, quand il y a la passe avec Tardieu à la rigueur. Ouais, peut-être plus collé de Davitashvili en fait, parce que c'est lui qui doit avoir en fait, c'est son vis-à-vis, Enfin ouais, il y a pas. Bref, pour moi, plus le marquage. Il vient d'entrer, il y a peut-être un peu de laxisme, la distance n'est pas assez respectée, il n'est pas assez collé, il le gêne pas assez. Après, moi, à première vue, j'ai juste revu le match. Enfin voilà, j'étais au stade et je l'ai revu hier. Je l'ai revu tout à l'heure, mais en soi, ouais, ça me paraît être plus ça. Mais bon. Et après Keun, parce qu'il il fait le plot après, même si je pense qu'il saute. Pardon ? C'est compliqué d'aller la chercher quoi. Non, c'est juste Keun fait le plot. Non, mais il fait le plot, quoi, genre, il bouge pas du tout, non, quoi, il fait que la regarder passer. T'as envie qu'il tente un peu quand même si à mon avis elle est tellement. T'aimerais bien voir un arrêt décisif, quoi. Après, elle est tellement sur le poteau et enroulée, donc je me dis même s'il saute, je pense que c'est très compliqué de la chercher. Alors, vu du stade, je peux me permettre de la lâcher celle-là. C'est vrai que moi, vu du stade, déjà le but, je l'ai pas vu. J'ai juste vu la frappe partir, mais après avec les drapeaux, tout ça, j'ai pas vu la finalité. Après, avec le bruit autour et mon sens de déduction, j'ai compris que Saint-Étienne avait marqué. Et enfin, là, il y a le public qui pousse. C'est un moment charnière. Là, ça y est, en fait, ils ont. Tu sens qu'il y a tout un entrain, ça y est, ils vont être poussés, il y a une ambiance, ça les a remis dedans, ça a ravivé, on va dire, la flamme du chaudron. Et en fait,
c'est là où on voit que tout tourne plutôt bien pour nous dans cette rencontre. On marque très vite et en fait on les éteint presque 2 minutes après, puisque on va reprendre l'avantage et couper cet élan et refroidir finalement aussi bien cet allant, cette nouvelle dynamique impulsée par les Verts et leurs supporters, avec le premier but, Patrice, d'Al-Mousrati. Ouais, bah c'est Balogun qui est dans la surface, qui la remet à Minamino, qui est en retrait. Il voit sa frappe qui est contrée. Elle revient sur Zakaria qui, je sais pas si vraiment il fait une passe ou s'il est poussé et il tombe en la poussant. Bon, dans tous les cas, ça renvoie le ballon sur Al-Mousrati qui est complètement au dehors de la surface. Il fait une frappe quasiment sur le gardien, pas forte, quoi que ce soit. Et je ne sais pas par quel miracle c'est passé. L'arseneur est fraise complètement. Le miracle s'appelle Gauthier Larsonneur. Ouais. Non, mais c'est vrai, pour en revenir. Donc, Al-Mousrati qui marque son premier but sous les couleurs monégasques. Pour en revenir sur le geste, moi j'ai envie de m'attarder là-dessus. On est vraiment sur un plat du pied et généralement il avait déjà eu une occasion à peu près similaire lors de précédentes rencontres où à chaque fois la zone utilisée c'est le plat du pied. Il va tout le temps faire un plat du pied sécurité. Et là, la zone de contact, c'est quand même plus la partie du talon, voire entre la malléole et le talon. C'est pas du tout l'avant du pied. Donc, même sa frappe en elle-même, elle est un peu foirée. Et c'est pour ça qu'elle a un effet où elle vient vraiment dans l'axe et elle part pas sur un côté. Et en ça, l'Arseneur qui est d'ailleurs un peu aussi masqué par la présence de joueurs stéphanois et monégasques devant lui. Et elle rebondit, il y a un peu de monde. Voilà, elle reprend une position axiale, il est un peu pris à contre-pied. Enfin, bon, c'est un but pas gag, presque casquette, si quand même. En vrai, je pense que Gauthier Larsonneur, il a sa place dans nos gardiens. Hein. Scuro et Avina ont coché son nom peut-être pour le prochain mercato, parce que c'est vrai que il aurait presque sa place. Donc on prend. Une petite bévue, un geste pas très bien assuré finalement par Mousrati, mais on prend. Moi je vois ça plus comme une passe D presque que fait le joueur libyen. Donc on reprend l'avantage à un moment crucial. C'est le tournant du match, c'est d'avoir finalement coupé ils tout de suite. étaient complètement en feu après avoir 2 grosses occasions et du coup l'égalisation. Et c'est bon, au bout de 2 minutes tu t'as complètement arroser l'incendie, il n'y a plus rien, et tu respires. Le coup de massue. C'est vraiment le coup de massue, là. Tu sens que derrière, c'est beaucoup plus dur pour eux. Ouais. Et ça se traduit aussi par l'absence finalement d'occasion que Saint-Etienne va avoir. Hein. Bon, que ne fait pas un arrêt du match, évidemment. Mais ils vont éprouver quelques difficultés. Ils vont sortir Cardona, ils vont essayer de faire entrer du 109, mais ça n'a aucun poids, il n'y a aucun changement, il n'y a aucun remplaçant qui vient apporter quelque chose de nouveau et qui vient influer vraiment sur le comportement de l'équipe. Hein. À noter quand même que Saint-Etienne a quand même majoritairement la possession, on ne l'a pas évoqué, 60-40, c'est quand même assez rare pour le souligner. Hein. Mais et voilà, et puis dans le registre encore erreur défensive ou approximation, on va dire, Saint-Etienne nous offre aussi le 3e but avec Balogun qui part seul face à l'Arseneur, Patrice, à la 78e. Bon, c'est un copier-coller de l'action de tout à l'heure qu'on a décrit avec un contre 1 de Akliouche. Du coup, au lieu que ce soit Minamino qui récupère et qui lance Akliouche, là c'est Akliouche qui récupère et qui lance Balogun, sauf que Balogun après c'est un attaquant, donc t'as un peu plus cette habitude-là. Lui il rate pas son face-à-face. Et du coup, bon retour gagnant pour lui qui n'avait pas marqué depuis un bon petit moment. C'est toujours bon pour la confiance pour les derniers matchs. Là, ça fait plaisir parce que c'est un but de 9. Ouais, c'est-à-dire que là, il rate pas son face-à-face. Non. Il en a une vraiment dans le match il en a qu'une qui est de cette importance-là et de cette facilité, on va dire. Là, il concrétise. Il vient d'ailleurs devant le parquage célébrer. C'est un bon moment, 3-1. C'est aussi un ouf de soulagement parce que on ne sait jamais trop comment on peut se mettre en danger tout seul. Évidemment, sur ce dernier quart d'heure, on se doute bien que les Verts vont pousser.
Donc là, en fait, à la 78e, on dit ok, merci, au revoir, les 3 points, ils sont pour nous. Et ce petit but, mine de rien, il est important dans le goal average parce qu'il nous permet finalement de passer devant Marseille et d'être deuxième à ce moment-là. Et pour en revenir, oui, Balogun, voilà, un 9 qui met son but. Brel, si tu m'écoutes. Voilà. La fin du match, elle va être encore une fois émaillée quand même de quelques petits incidents, on va dire, physiques, blessures. Donc à la 80e, il y a Hutter qui procède une nouvelle fois à sa dernière phase de remplacement en faisant entrer Ben Seguir à la place d'Akliouche. Et je sais pas si tu as le deuxième changement. Diatta pour Mbolo. Diatta, merci. Ouais. Mbolo qui était rentré en cours de jeu, mais du coup, il faut le protéger parce qu'il avait déjà un carton jaune pour éviter qu'il soit suspendu contre Lens, du coup. Ouais, il le fait ça. Effectivement. Et donc voilà, la fin de rencontre, là encore, plus dans la gestion, Ben Seguir qui essaie de garder le ballon et qui obtient des fautes qui nous permettent de souffler, de faire remonter le bloc ou de casser le rythme et de prendre une nouvelle fois notre temps. On n'a pas de situation concrète à se mettre sous la dent, mais on attend patiemment le coup de sifflet final, d'autant plus que Al Mousrati va être dans l'incapacité de terminer la rencontre, puisqu'il s'arrête une première fois, et il grimace, il boite bas, il va sortir du terrain, il va re-rentrer, et en fait, il occupe une position qui est quand même, je trouve, assez problématique. Pendant 2 minutes, il va être positionné sur l'aile, ce qui est quand même totalement con. Parce que en termes de, c'est là où je pense que c'est là au début où ils l'ont mis avant que du coup il réagisse et qu'il lui demande de passer en pointe à la place de Balogun. Ouais, effectivement. Et c'est Périnel d'ailleurs qui balance cette consigne, mais il y a quand même 2 minutes qui s'écoulent entre le moment où Al Mousrati revient sur la pelouse et au moment où on lui demande en fait faut que t'ailles là, c'est le mieux. Donc on finit la rencontre à 10 parce que Al Mousrati va capituler et va même s'effondrer un petit peu en larmes sur le banc des remplaçants. Donc on a appris qu'il était touché à un mollet et sans doute que la fin de saison pour le Libyen est engagé, enfin c'est-à-dire je pense que c'est fini pour lui. Monaco qui va donc s'adjuger les 3 points et qui sort victorieux de ce match à Saint-Étienne, 3-1. Le débat, on a parlé des attaquants. Est-ce que Balogun, donc on va partir dans l'hypothèse que Biarritz serait disponible et que rien de grave. Balogun vient-il de gagner sa place de titulaire pour les 2 dernières rencontres au profit d'Embolo qui donc irait sur le banc. Biarritz Balogun, ça fait depuis que je crois que Biarritz a signé qu'on a envie de voir ce que ça vaut. Balogun est revenu en mois de mars et dit c'est on va enfin pouvoir voir. Et à chaque fois qu'il y a des occasions, il y a toujours un qui est blessé, un qui peut pas, ou les faits de jeu font que ça marche pas. Du coup, on n'a jamais pu voir vraiment beaucoup de temps de jeu des deux ensemble pour vraiment avoir un avis sur cette association, ce qu'elle vaut. Sur le papier, ça a l'air super intéressant, mais malheureusement, on l'a pas encore vu. Après, clairement, Balogun semble quand même plus en forme, mais semble mieux que Mbolo qui a vraiment du mal, je trouve, sur le match. Il fait vraiment du bien dans le poids physiquement, sur les matchs où tu as besoin d'un joueur très dur qui va aller un peu appuyer sur les défenseurs et tout. Et sur d'autres matchs, il va préférer quand même le profil de Balogun. Après, je me dis que le match contre Lyon, c'est peut-être un profil comme Mbolo qu'on aura peut-être plus besoin qu'un profil comme Balogun. Dites-nous. Ouais, vas-y. J'allais dire juste, j'allais sonder un petit peu nos auditeurs et les inciter aussi à partager leur avis dans le chat, dans les commentaires. Si est-ce que Mbolo a encore du crédit à vos yeux dans la hiérarchie maintenant, là, en vue des forces du moment. Pour moi, Balogun passe devant là maintenant dans la hiérarchie. Après, si tu me demandes si on était à la 10e journée, ce que j'en pense pour le reste de la saison, clairement je te dis oui, je préférais voir Biarritz Balogun associé, même si
pas trop ce que ça peut valoir, mais ça me semble mieux qu'avec Mbolo. Après, pour le prochain match contre Lyon, je suis quand même plus favorable à avoir un joueur qui descend plus bas et qui aide un peu plus le milieu de terrain, tu vois, qui apporte du poids dans ce match-là. C'est un profil. Ouais, c'est un profil totalement différent parce qu'en fait, là, tu joues vraiment avec 2 attaquants quand tu as Balogun, Biarrette, ce qui est top pour le 4-4-2. Et c'est finalement le schéma un peu plébiscité. Mais dès lors que Mbolo est là, c'est plus un 4-2-3-1, presque un 4-3-3 des fois avec un Mbolo qui est en pointe haute au milieu. Parce que, il a vraiment un positionnement un peu bâtard. Et assez hybride, mais c'est pas un neuf. Hein, voilà, ça on l'a bien remarqué cette saison. On le sait. Moi, j'ai envie de continuer là-dedans. En plus, Balogun vient de marquer. Sa saison a été ratée, non pas par son niveau ou son manque d'adaptation comme ça avait pu être le cas la saison précédente, mais plus par la blessure. Et là, le fait qu'il vienne de marquer, j'ai envie de surfer là-dessus. Et donc mais après tout dépend du rétablissement ou pas de Biarrette et de sa condition physique. Ouais. Mais Balogun nous a apporté quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est vraiment manger les espaces et la profondeur. Biarrette sait le faire aussi. Il est plus complet, il sait tout faire, il aime bien aussi prendre part au jeu, il est très intéressant dans ses déplacements, mais là il y a vraiment la vitesse de Balogun, et puis mine de rien je trouve que quand même dos au but ou même en point de fixation pour garder des ballons, il est quand même aussi intéressant. Après, le profil de Balogun est très intéressant contre Lyon aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Lyon a quand même de gros problèmes défensifs, quoi. C'est une équipe qui est très bonne offensivement, qui sait marquer des buts, mais elle en encaisse quand même pas mal. Et un joueur comme Balogun qui sait prendre de la profondeur et profiter des espaces que les Lyonnais vont forcément laisser, parce que ils vont vouloir aussi mettre le pied sur le ballon, hein, ils vont pas venir et mettre les caravanes. Ça peut être intéressant aussi de le faire jouer en profondeur, de profiter des espaces et d'aller chercher un peu des 1 contre 1, quoi. Donc, mais pourtant, la bromance Biarrette-Mbolo, on en a bien entendu parler, hein, la trottinette, les trucs, hein, je veux dire, c'est un truc qui a été vachement mis en avant, et on parlait aussi de cette connexion sur le terrain. Hein. Donc ça a quand même plutôt bien fonctionné finalement leur entente, hein, parce que on disait les deux sont potes en plus sur et en dehors du terrain. Mais voilà, moi j'ai envie de voir un nouveau profil en fait. Et j'ai envie de croire en Balogun. Mine de rien, c'est un peu la saison prochaine, c'est censé être notre attaque, quoi. On sait qu'on devrait partir avec Biarrette, Balogun et Likena en remplaçant. À voir qui sera le 4e, mais je pense pas que ce soit Mbolo, quoi. Hormis si on jouait la Ligue des Champions, et là il faudrait vraiment 4 bons attaquants, et dans ce cas on peut peut-être potentiellement se dire que Mbolo resterait, mais sinon ça sent quand même la fin. Lui, on l'a entendu récemment dans les colonnes, je crois, d'ailleurs je me rappelle plus de Nice, de Monaco matin ou Nice matin, que lui aime beaucoup le club, qu'il se verrait bien rester là. Il n'y avait pas encore forcément son avenir n'est pas encore décidé, mais je suis pas loin de te rejoindre sur le fait que ce serait peut-être le moment, en tout cas cette saison. Elle ne m'encourage absolument pas à le conserver. Voilà pour ce qui a été du petit débat. Et nous, on va se recentrer un petit peu sur le classement. Et donc, grâce à cette victoire et ce goal average, ce petit but dont je vous parlais de Balogun, on revient, en fait, on passe même devant Marseille et on occupe donc la place de deuxième. Place à laquelle on aimerait évidemment terminer en fin de saison. Mais à l'heure actuelle, il y a toujours ce Marseille-Lille d'ailleurs qui touche à sa fin, c'est la 90e, il y a un partout d'ailleurs. Donc Marseille récupère sa place de deuxième et nous sommes actuellement donc troisième. Marseille est à 59, Monaco 58, Nice 4e avec 57. 5e Lille avec 57, 6e Strasbourg avec 57, ça fait beaucoup, hein. Et enfin Lyon
7e avec 54 points qui, ça y est, qui laisse des points. En fait, les seuls clubs qui ont perdu des points en route, c'est Monaco et Lyon. Lyon ayant perdu à Saint-Etienne quand nous on faisait match nul au Havre. Quand on faisait match nul contre Strasbourg. Voilà. Et voilà. En fait, les deux seules équipes ont Strasbourg qui fassent match nul contre nous. Je considère pas qu'ils perdent des points, mais en fait, finalement, on peut se dire que c'est plutôt un bon résultat vu la dynamique de Strasbourg. Et bref. Donc c'est très serré. Heureusement qu'on renoue avec la victoire à l'extérieur. On avait gagné à Angers. Mais avant ça, c'était Strasbourg. Donc, faut quand même. On a quand même très mal voyagé dernièrement. Ça tombe bien. La réception, le prochain match, c'est une réception de Lyon. On va faire nos petits pronos, Patrice. Et je vais démarrer en te disant même que contre Lyon, on va gagner, puisque les réceptions des gros. Ça nous réussit plutôt bien. Je le rappelle, on a foiré aucun de nos grands rendez-vous à domicile sur ce sprint final, avec la victoire dans le derby contre Nice, la victoire convaincante contre Marseille 3-0. Et je pense qu'on va rééditer cette performance, bien que dans les esprits des supporters plane au-dessus cette fameuse saison où saison Kovac Covid. Non, parce qu'il y a un Monaco-Lyon de fin de saison où Cherki nous éteint, on perd 2-1, et après c'est avec Philippe Clément l'année suivante où il y a le fameux match à Bollaert. Donc moi je dis victoire de Monaco. Ouais, mon prono c'est on va empêcher Lyon d'aller en Ligue des Champions. Donc c'est pareil, c'est Monaco gagne en fait. On a cette opportunité du coup de les empêcher d'aller en Ligue des Champions, et pour eux c'est tellement important. Et financièrement, ils en ont absolument besoin pour valider leur bilan de fin d'année, quoi. On arrive à les poignarder là, à les empêcher d'aller en Ligue des Champions, c'est juste trop beau. Après, c'est vrai que vu qu'on a été quand même super sympa avec Nasser, avec décaler les matchs, aller jouer à Doha le Trophée des Champions, et puis là, vu qu'on joue contre l'OL, peut-être qu'on aura un petit coup de pouce du QSG. Bref. On n'a pas fait les top et flop, voilà, on est parti un peu en roue libre, on va reprendre le fil, pardon. Top et flop, Pat. Bon, pour moi, le top du match, c'est avec Liouche. Bon, Bune parce qu'il est buteur-passeur, mais bon, sur le match, c'est quand même lui qui hormis l'action qui rate, mais au moins il est sur cette action. C'est parti des joueurs qui ont été le plus dangereux. Qui a récupéré quand même pas mal de ballons, qui a su bien se projeter, bien construire, aider l'équipe à essayer de s'organiser pour se créer des occasions, trouver les bons intervalles, bien se positionner sur ce premier but aussi, est assez intelligent. Voilà, donc hormis ce petit raté où il réussit pas ce face-à-face, bon, que finalement... Ce gros raté. Oui, c'est un gros raté, mais je veux dire, c'est un petit dans le sens où il compte pas. Il porte pas préjudice. Il ne pénalise pas. Sinon oui, c'est un gros raté parce que c'est quand même une très grosse occasion de but. Voilà, pour moi, encore un très bon match de sa part. Ouais, c'est vrai, mais il est partout, il est sur toutes les actions, passeur décisif, buteur, voilà, il y a rien à dire. Moi je voulais mettre en avant Balogun, vous l'avez compris, j'en ai assez parlé en disant qu'il apporte quelque chose de nouveau. Et qui s'est rendu très bon. Lui aussi sur le premier but, il joue un rôle important de remise, de reproposer immédiatement. Il est un peu dans tous les coups aussi, puisque sur le deuxième but, c'est lui qui est lancé en profondeur et qui s'arrache pour centrer au deuxième poteau vers Minamino, et ensuite on vous a décrit le but, ça revient pour Al-Mousrati. Voilà, donc pour moi, mon top, j'ai envie de mettre en avant Folarin Balogun, qui a fait ses 90 minutes et sa retour de titularisation, donc pour lui. En flop, on a un flop commun, tous les deux, c'est Brelem Bolo. Donc je te laisse dire que je le droit. Exactement. Non, bah, faut dire, le pourtant c'est un joueur que j'ai vraiment beaucoup aimé la saison dernière, en qui je croyais énormément pour cette saison, quoi, mais c'est une catastrophe cette saison parce que il rate tellement d'occasions, quoi, et
c'est fatigant de voir un joueur qui a autant d'opportunités et de pas arriver à les mettre au fond. Bon, encore sur ce match-ci, hormis peut-être la tête, qui en met très mal, on l'a pas vu en fait. C'est surtout ça le problème. Pourquoi moi je le mets en flop sur ce match-là, c'est qu'il a été très très peu présent, quasiment aucune situation où il peut être en position de frappe, ou comme on l'a pu voir lui faire des passes assez intéressantes, alors que c'est un très bon passeur, hein, il a quand même pas mal de passes décisives à son actif cette saison. Je trouve qu'il y a un gros écart avec ce qu'il nous a proposé, ne serait-ce que Mika Biarritz en 15 minutes, et ce que lui l'a proposé en, je sais pas, 70 minutes qu'il a joué. Ça devrait pas exister, quoi. Surtout sur un match comme ça, où on joue contre une petite équipe, où on a eu quand même pas mal de ballons hein, dans leur surface. Mais complètement, et je trouve qu'il n'a pas pesé. Non, il n'a pas pesé offensivement. On a récupéré énormément de ballons, mais j'ai pas souvenir que lui nous récupère des ballons. En fait, je pense que pour moi, tu mets pas Mbolo, limite c'est la même chose en fait. Je vois aucune différence finalement qu'il soit là ou pas là, si ce n'est qu'on est évidemment un joueur en plus, mais franchement j'ai trouvé aucun intérêt. Et encore une fois, Balogun Mbolo. Bon, voilà, moi je suis vraiment pas fan de cette association. Ça me permet du coup, maintenant qu'on a fini top et flop, juste pour des mentions, évidemment notre capitaine, notre taulier, notre capitaine du soir, Kerrer étant invalide, c'était donc Denis Zakaria. Gros match, grosse prestation encore une fois, le taulier, le relais du Teur aussi, hein, c'est toujours lui qui va récupérer les consignes, qui s'entretient très souvent avec le coach. Et on a également, tu voulais parler, Patrice, de Minamino. Ouais, Minamino qui alterne le chaud et le froid sur un match. C'est chiant au final parce que il est capable de tellement de bonnes choses, de faire des très bonnes récupérations, de très bien se projeter, de bien lire les appels et les espaces. Et des fois, il fait des super mauvais choix où du coup, au lieu de passer le ballon, il va choisir de le garder, de s'entêter et de rentrer dans la défense et du coup de casser des occasions. À pas mal de moments donnés, il a essayé de dribbler, il s'est fait prendre, je ne sais pas combien de fois, par Bernauer. Bernauer, ouais. Qui est si fort que ça, mais pourtant le nombre de ballons qu'il a réussi à lui prendre, quoi. Donc, pas un flop pour moi, ce qui fait quand même plein de belles choses, mais c'est pas un top. Non, c'est pas un flop. Mais c'est pas un top non plus parce qu'il a raté plein. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, il faut quand même mettre en avant toujours son rendement. Alors bien sûr, oui, c'est trop brouillon. Il occupe un poste un peu de 10 des fois, mais bon, c'est pas un 10, hein, mais c'est vrai, il la garde peut-être un peu trop, ou il donne pas dans le bon timing, ou des fois il va chercher peut-être trop vite devant. Mais moi, je retiens aussi le fait qu'il est terminé quasiment en 6, hein, parce qu'au final, il prend la place d'Al-Mousrati au milieu pour terminer aux côtés de Zakaria. Et que même c'est lui dans la surface qui vient dégager un ballon chaud là dans le temps additionnel, dans les 6 minutes de temps additionnel. Enfin bon, voilà, c'est un joueur de devoir. Je comprends qu'il puisse laisser sur sa fin pas mal de supporters maillot, dans la communauté. Hein. Voilà, la saison dernière, on n'avait vraiment rien à redire, il était assez exceptionnel. Cette saison, il est beaucoup moins fringant, mais ça reste quand même aussi un joueur important. Cette saison, il a des hauts et des bas, quoi. Au début de saison, c'est complètement catastrophique. Il est au même niveau qu'Embolo, il rate toutes les occasions qu'il a, quoi. Et après, il nous fait une période. Mais juste son but contre Saint-Étienne. Oui, le premier match, oui, mais le but contre Saint-Étienne. Et après, du coup, ça a un gros creux, quoi. Et puis là, il nous a sorti une période où il marquait tous les matchs, quoi. Il a fait un enchaînement de 3 buts, 3 matchs, et après, il faisait des passes décisives aussi. Donc, il a une super période, quoi. Vraiment, c'est Danti en ce moment. Ok, et donc le match qui s'est terminé entre Lille et Marseille, et sur le score de 1 but partout, donc parité. Marseille n'est qu'un point devant nous, Lille n'est qu'un point derrière. Donc voilà, on est c'est quand même très très costaud sur cette fin de saison qui s'annonce vraiment haletante et passionnante. Je le rappelle, donc prochain rendez-vous, c'est la réception de Lyon, et il y aura un déplacement à Bollaert. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit coucou et tout simplement de vous parler à vous, supporters monégasques, qui êtes peut-être en région Île-de-France et qui ne savez pas trop comment vous y prendre pour si vous voulez
assister à des déplacements, être en parkage et supporter les rouges et blancs, je vous invite à vous rapprocher de l'antenne de supporters Mounégou IDF pour tout ce qui est de l'Île-de-France. Moi, j'ai eu l'occasion du coup de faire le déplacement avec eux pour le Havre. C'était top. On les a retrouvés aussi du coup hier à Saint-Étienne, et il y a donc ce déplacement qui est organisé pour la dernière journée à Bollaert. Donc voilà, c'est juste un petit message pour les supporters basés en région Île-de-France et qui n'ont pas la connaissance de ce groupe-là. Voilà, vous tapez Mounégou IDF et si vous voulez vous déplacer, voilà, tout simplement. Le petit coucou est passé. Nous on va se quitter. Le moment de vous remercier également. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief après la victoire face à l'Olympique Lyonnais. Ciao! Et bisous!